Bonjour à tous, nous sommes le 14 août et je vais vous parler du zodiaque des nœuds lunaires. Bon, voilà, on va faire un exemple. J'ai déjà dessiné une carte du ciel. C'est un monsieur né le 30 mars 1874. Alors, il faut savoir qu'en réalité, je n'avais pas l'heure de naissance, mais j'en ai calculé une qui fait partie de celles qui sont crédibles. C'est parce que l'heure n'est pas importante dans l'utilisation du nœud lunaire. Vous allez voir. On va faire un petit rappel, puisqu'on avait appris les maisons égales dans la dernière vidéo. Donc je passe ascendant ici, vers 5-6 degrés Lion. Et on se rappelle déjà de l'effet qu'il pourrait avoir sur Uranus. Parce que je l'avais interprété comme Mars. Donc comme une conjonction Mars-Uranus, ou comme Uranus en Bélier. Et on va savoir que ce côté Mars ou Bélier sera plus fort que le Lion, puisqu'il est vraiment sur la pointe de Uranus. Donc là, on peut voir que quelqu'un a une forte réactivité. Il peut même s'énerver au cas échéant. Ce n'est pas un état permanent, mais c'est quelqu'un en cas de... Voilà, si on le bouscule un peu, il réagit très vite. Vitesse d'action. En plus, comme c'est en Lion quand même, ça interagit, il va quand même, c'est une image qui va être assez apparente. Donc il va passer pour quelqu'un d'assez provocateur. Hein. Il va aimer même donner cette image de provocation. Voilà. Et comme quand on parle de l'image, ça nous réfère aussi au Soleil, puisque le Soleil est en Bélier, donc ça va amplifier ce côté action. Quelqu'un de fort, qui juste sur ce paramètre-là, ça peut faire un bon sportif ou un bagarreur. Après, il faut voir évidemment les nuances. Et on va continuer. Donc, nous allons la Lune en secteur 2, donc Taureau, on va dire l'acquisition, l'argent, voilà, etc. Donc, on voit qu'il y a un côté qui touche l'enfance, qui touche la mère, la famille, etc. On passe, on voit que Jupiter n'est pas trop loin, donc c'est un côté, on estime que c'est pas défavorable. Voilà, on ne va pas faire tout dans les signes. Or, on sait que les maisons, soi-disant horaires, hein, on avait vu ça dans la dernière fois, ont une interaction avec le zodiaque, et nous verrons que le nœud lunaire aussi a une interaction avec le zodiaque, normal, de base, l'écliptique, et aussi avec les maisons. Puisqu'elles sont trois phénomènes qui sont liés à l'écliptique. Ceci dit, sur les heures, on va aller vite, ça ne touchera pas, par contre, le signe ou ces maisons horaires. Parce que ça, c'est un phénomène purement horaire. Et parce qu'un soleil, quel que soit le moment de la journée, il se lève en bélier, à midi il est en bélier, il se couche en bélier. C'est-à-dire tout ça tourne en même temps que la Terre. Hein. C'est histoire de remettre les choses bien au clair. Voilà, voilà. Donc, on arrive à 5, 6, 7. Donc, 7, en principe, on pense à la relation de couple. Voilà, à l'équilibre des choses, etc., etc. Tout ce qui est attrait à Vénus, la maison 7, la balance. On voit bien que Saturne a affaire avec. Ensuite, maison 8, Scorpion, Pluton. Ça va toucher Mercure. Et là, nous avons une maison 9, exactement, très fort sur le Soleil, que les gens interprètent comme le voyage. Voilà, quelque chose, mais qui va donner tout un élan, un besoin d'aller loin, d'aller de l'avant, d'avoir une certaine expansion, une bonne communication, et c'est une image qu'en plus on veut donner. En plus du milieu du ciel, c'est quelqu'un qui va vraiment être tourné vers la communication. Même si c'est des fois un petit peu provoquant. Ensuite, sur cette base-là, nous avons 9, et nous avons le 10 sur Mars, donc comme un Mars-Saturne, un Mars-Capricorne, qui va rentrer dans une action concrète. Et après, selon la puissance de cette maison 10, ça peut être plus ou moins à fin. Mais c'est quelqu'un qui veut aller loin dans l'échelon social par l'action physique. Il ne va pas y arriver intellectuellement, il va y aller à la force du poignet.
Surtout que c'est en taureau, c'est très concret, ça sera aussi lié à l'argent, donc il va aussi donner une certaine énergie qui va un peu compenser cette lune en maison 2. Donc ça sera deux penchants probablement alternatifs, hein, entre peut-être une manière de rêver sa fortune et quand on est jeune et à un moment, à l'âge adulte, de l'appliquer. Parce qu'il faut savoir que chaque période de la vie valorise certaines planètes, c'est lié à l'évolution, hein, chaque planète a ses périodes qui font partie du cycle de la vie. 11, 12. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on interpréterait si on n'avait que ça. Bon, après, les gens interprètent encore des aspects. Ça fera l'objet aussi d'une autre vidéo. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce nœud lunaire? Et là, vous allez voir que vous allez prendre un niveau, une avance par rapport à ceux qui ne l'utilisent pas. C'est clair et net, et pourtant, c'est très simple. C'est exactement comme les maisons, on a fait les maisons égales. On va prendre le nœud lunaire comme point de départ d'un secteur 1, ou, exactement comme on l'a fait avec l'ascendant, d'un bélier. Ensuite, on va enlever à 5 degrés du taureau, donc à 5 degrés Gémeaux, on aura un taureau. Alors on peut mettre en chiffres, c'est vrai que moi personnellement je mets les chiffres parce que ça charge moins, hein. Mais là pour bien être clair, je vais mettre les signes, pour bien comprendre que c'est un deuxième, voire un troisième zodiaque. Ô combien éclairant. Donc, bélier, taureau, Gémeaux, et là ça va être très proche de Uranus, donc j'ai Cancer. Donc là, vous voyez déjà, ça va se nuancer fortement. Hein. Cancer. Et là, par contre, surprenant, on va revenir sur le lion. Donc une lune. Le fait que les planètes sont très proches des pointes, c'est très pratique parce que c'est plus facile à interpréter et ça donne beaucoup plus de détails. Donc là, balance. Sagittaire, Capricorne, Verseau. Et là, regardez bien. Sur le soleil, on arrive pile poil sur les poissons. Alors, très proche. Alors quand on connaît cette personne, ça va déjà être beaucoup plus éclairant. Si on reprend donc maison 1, Mars sur un bélier, ça fait une double bélier quelque part, hein, ça donne vraiment une énergie vitale qui n'a pas besoin d'être apparente. Il n'y a pas de soleil, pas d'expression sagittaire. Donc, ça va donner une force physique, quelqu'un qui va lui amplifier sa résistance. D'autant plus que Pluton n'est pas très loin, donc ça va être quelqu'un de solide physiquement. Je vais interpréter que là où il y a les planètes. Hein. Donc ici, on arrive à une maison 4 ou à un Cancer sur Uranus. Si on considère Cancer comme la mère, l'enfance, le foyer, on voit bien que ça va bouger. Et surtout que c'est valorisé par le lion et il y a aussi de l'énergie qui va là-dedans. Donc il va y avoir une énergie volontaire à faire bouger ce foyer. Ça ne va pas être de tout repos. Ensuite, la Lune. Ça va être intéressant parce que ça, c'est un peu aussi, concernant la famille, qui sera donc valorisé par le lion, donc en vue, contrairement à la discrète Vierge et la maison 2, ça va être assez ensoleillé. Et ça va rajouter aussi dans son moi intérieur, puisque c'est un peu notre intimité émotionnelle, ce besoin de briller, hein, quand même. Celui-là ne rend pas trop apparent, mais dans son fort intérieur, on a ce besoin de reconnaissance. Ensuite, voilà. Ensuite, ce qui était en 7, Saturne, va être en Capricorne, donc autant Mars est amplifié là, mais Saturne aussi. Donc là, on voit aussi que ça va peser un peu lourd. Ce qui était le Mercure en Scorpion, et en Poisson en l'occurrence, mais on voit que le Scorpion est plus fort. Le Verseau aussi est plus fort que le Poisson. Donc ça, c'est un bon boost mental. Hein. Je veux dire, Mercure, Scorpion, Verseau, pour faire simple, Mercure, Scorpion, Uranus.
ça booste bien, c'est des gens intellectuellement quand même assez performants. Peut-être un peu retors, qui peuvent avoir une certaine discrétion, un certain mystère, mais qui sont assez forts d'ailleurs pour découvrir pour élucider des mystères. C'est des gens qui ont une ressource intellectuelle, voilà. On va dire qu'ils sont malins et rapides d'esprit. Voilà. Ensuite, le soleil qui était en 9 très fort, alors là, surprenant, pour quelqu'un qui était plein d'énergie, qui valorise quand même une image assez enfantine, il va se retrouver en poisson. Donc une sorte de secteur 12. Et là, autant c'est quelqu'un de très fort, mais dans son image, il va donner l'image de quelqu'un qui n'est pas en contrôle, qui va être emporté par un destin, par les événements, par une sensibilité. Il va donner l'image de quelqu'un, bien qu'il y a du Jupiter, positivement. C'est pas une image négative, mais quelqu'un quand même qui va être emporté par cette sphère. Il va donner une image pas forcément très réaliste. Voilà. Mais ça, c'est dans l'image qu'il va donner. Voilà. Alors qu'on sait que mentalement, il est performant et que physiquement, il est très fort. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça, l'utilisation des nœuds lunaires. Un troisième zodiaque que vous interprétez, d'autant plus que c'est très fort. Vous verrez, dans la deuxième phase, je vais expliquer astronomiquement, et vous verrez qu'il y aura des variantes pour utiliser ce zodiaque. On va en voir une dans cette vidéo, et d'autres dans d'autres vidéos. Juste, j'en parle tout de suite comme on est sur la base simple du zodiaque des nœuds lunaires. Cette maison 7, cette balance, on verra à l'usage qu'elle ne commence pas vraiment en face. C'est un peu comme la nouvelle lune et la pleine lune, il y a un décalage, et on verra que si elle était à 5-6 degrés, elle va commencer ici, à 6 degrés 40. Voilà. 6 degrés 40 avant le nœud lunaire, il y a déjà un effet balance. Ça, c'est important. C'est quelque chose que j'ai découvert effectivement dans un livre, mais que j'ai constaté dans la pratique. Voilà. À propos de livres, il faut savoir que je ne l'ai pas inventé ce système, je l'ai découvert dans 3 livres en fait. Le plus ancien, mais je ne sais plus exactement, parce que j'avais feuilleté ça dans une librairie, j'étais sceptique, j'ai laissé de côté, mais j'avais quand même noté l'idée. Ensuite, le livre de Marguerite de Surany, celui-là, c'était vraiment le point de départ, ma révélation, et ça fait 30 ans que j'utilise ce zodiaque. Et c'était vraiment, ça m'a fait un pas énorme en avant. Ceci dit, je ne conseille pas ces livres, parce qu'elle n'utilise que le nœud lunaire, elle n'utilise plus le reste. Alors qu'en fait, il n'y a rien qui enlève quelque chose en astrologie. Si ça marche, bah forcément ça se cumule. On peut faire une synthèse, mais on ne peut pas éliminer quelque chose au profit d'une autre, sauf si cette autre chose est fausse. Mais là, les deux sont bons. On voit bien que l'ascendant horaire est bon, et moi je sais que l'ascendant du nœud ascendant est bon aussi. Voilà. Et le troisième livre, Philippe Arline, L'astrologie à la lumière du cœur. Là aussi, c'est un livre que je ne conseille pas parce qu'il est quand même, je trouve, difficile d'accès. Il faut vraiment bien le sentir. C'est un livre que j'ai gardé, que je ne savais pas utiliser pendant très longtemps, mais il a été très inspirant et il m'a vraiment aidé à développer cette histoire de maison lunaire. Voilà. Maintenant, on va passer un petit peu à l'aspect astronomique. Alors, il faut savoir que les nœuds lunaires existent ça paraît aussi vieux qu'on connaît l'astrologie. Je vais vous expliquer un peu l'historique. Alors, les nœuds lunaires, on appelle ça nœud nord, nœud sud, nœud ascendant, nœud descendant, aussi tête du dragon et queue du dragon. Ça évoque bien certaines choses, donc tête du dragon. Hein. Alors, en Mésopotamie, on appelait ça Goshir Sar pour la tête du dragon et Goshir Dump pour la queue du dragon. Alors, on pourrait traduire par tête, ça pourrait être face, et ça veut dire aussi cercle, Sar. C'est important parce que le cercle du dragon évoque bien cette notion de zodiaque, et parce que c'est bien ça dont il s'agit. Et le mot Sar qu'on retrouve dans le mot Saros. Saros qui montre bien ce cycle. Alors on parle de cycles d'éclipses qui sont importants, mais il y a quelque chose de moins évident parce que on a bien vu que ça ne correspondait pas exactement à ça.
Et ça peut très bien correspondre aussi à un départ de cycle, par exemple, d'un nœud lunaire en bélier, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, on verra par la suite. Et il y a un cycle annuel des nœuds lunaires qu'on appelle l'année draconitique. Il faut savoir que d'un nœud lunaire, ici en bélier par exemple, non seulement il y a la Lune, et le Soleil compte, et la Lune compte aussi, et ça peut faire aussi un mois lunaire qu'on appelle le mois draconitique. Voilà. Alors, il faut savoir que ces nœuds lunaires sont connus dans d'autres pays, puisque en Inde, on l'appelle Rahu et Ketu. Rahu, la tête, Ketu, la queue. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, c'est une sorte d'être de dragon sans tête, Ketu. Ça évoque bien que Ketu n'est pas le bout de la queue, mais j'allais dire le début de la queue. Parce que ça montre bien cette notion de complémentarité de Rahu et de Ketu, comme la tête et la queue du dragon ça fait partie d'une même entité, en fait, astrologiquement. C'est pour ça que c'est évoqué de cette manière. C'est intéressant de voir aussi que chez les Mayas, il y a vraiment des choses qui s'y rapprochent. Les Mayas connaissaient bien aussi, savaient calculer les éclipses, donc connaissaient les nœuds lunaires. Ça va ensemble. Il faut savoir qu'une nouvelle lune sur le nœud lunaire sud, c'est vraiment le départ d'un cycle important. On le comprendra par la suite dans d'autres vidéos. Voilà. Alors, il y a le Cholkin. Enfin, c'est un monde qui existe depuis 1921. Ça vient du Cholkish, de la langue Kish. C'est un petit peu rigolo, ça fait Kish, mais Kish, Quechua, c'est pas loin. Le calendrier Ab, très intéressant, parce que c'est une sorte de calendrier annuel de 360 jours, plus 5 jours. Et ça, on va dire les hasards font bien les choses, c'est exactement le même calendrier que l'Égypte antique. Voilà pour les Mayas. Ensuite, il y a un phénomène, on expliquera dans la deuxième phase, astronomiquement, comment ça marche. Mais on peut déjà savoir qu'au Moyen-Orient, il y a quelque chose qu'on appelle Jawir. Et en fait, là, il calcule tous les nœuds de chaque planète. C'est-à-dire chaque fois que Mars croise l'orbite du Soleil, vous calculez ça. On en parlera après. Voilà, donc nous avons la Terre, l'équateur, l'écliptique et l'orbite lunaire. On ne peut pas l'appeler l'écliptique de la Lune, ça n'existe pas, c'est l'orbite de la Lune. Aussi en trajet apparent, qui va être découpé sur 25 heures. Voilà. Donc, le moment où leurs deux orbites en progression secondaire se croisent, on appelle ça le nœud ascendant, c'est-à-dire quand la Lune passe au-dessus de la Lune, on va dire c'est vraiment le nœud ascendant de la Lune. Quand on parle de nœud lunaire, tout ce qu'on dit lunaire, nouvelle Lune, etc., intègre tout le temps le Soleil en fait. Ça c'est très important parce que du coup on escamote un peu l'idée. C'est bien un nœud Soleil-Lune. Et c'est intéressant parce que de savoir que ce soit la Lune qui passe au-dessus, qui donne cet effet bélier, puisque quand la Lune va descendre, couper l'écliptique par en dessous, ça lui fera l'effet balance. Ça, c'est le trajet de la Lune. Donc, et on va comprendre pourquoi c'est si fort, parce que je crois à l'intérêt des nœuds soliplanétaires de toutes les planètes. J'y ai accordé tellement d'importance que, il y a 30 ans, je me suis amusé à les calculer. Alors, c'était de 1900 à 2000. Donc voilà, je sais pas si un petit aperçu. Donc à chaque fois, je notais les heures et les signes. On a tout ça. J'ai fait ça de toutes les planètes, à chaque fois qu'elles croisaient leur... Ça a été long à calculer, mais je trouvais que c'était une voie intéressante. Voilà. Ensuite, mais on verra qu'il y a une force particulière avec le Soleil et la Lune. Pourquoi? Parce que ça tient au fait de la proximité de la Lune. Et la Lune a un effet vraiment gravitationnel sur la Terre. Très fort en l'occurrence, et elle va même, en fait, on sait qu'il y a des perturbations dans le mouvement de la Terre qui viennent de la Lune. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la Lune fait un tour de la Terre, elle va entraîner la Terre avec elle. Ça va tirer, si la Lune est là, la Terre va un peu suivre dans ce mouvement-là, elle va essayer. Donc il y a une sorte de rotation de la Terre qui suit l'orbite de la Lune. C'est une sorte de barycentre
qui fait ce petit mouvement de... C'est comme un poids dans un ballon qui va tourner avec un mouvement décalé. C'est intéressant parce que ça a à voir aussi avec la nutation. Donc, c'est pour ça que ce trajet apparent de la Lune, bah, c'est vraiment un champ de force, comme l'équateur est un champ de force, parce que sur la rotation. Alors, on ne sait pas l'effet astrologique en réalité, hein, exactement d'où ça vient, mais simplement on peut déjà observer qu'il y a ces phénomènes, parce que aussi pourquoi il y a un effet sur la ligne d'horizon, parce que là la rotation n'est pas la même, donc il y a cette histoire d'angle, mais là en l'occurrence il y a vraiment un effet qui s'observe et qui est connu depuis des milliers d'années en même temps. Ça fait réfléchir quand même, et quand on l'utilise, c'est un fait. Un jour, j'espère qu'on saura l'expliquer, mais l'astrologie n'est pas une science, pas actuellement, pour moi c'est une voie de recherche, et comme l'astronomie, hein, comme tout ça, on a des acquis, et il y a encore énormément de choses à découvrir. Il faut rester très humble là-dessus, mais déjà reconnaître ce qui marche, ce qui existe, et pas à pas, on avance, c'est le propre de la science. Hein. Donc, ça suit cette force, et on verra que là où la Lune monte, le Soleil descend sous la ligne de l'orbite lunaire. Et si on veut, si l'écliptique est un zodiaque, on peut imaginer, et parce qu'on le constate, que l'orbite lunaire est un zodiaque aussi. Et l'usage fait que ce zodiaque lunaire est connu. Il était connu en Chine, en l'occurrence, alors qu'on voit bien qu'en Chine, ils ont beaucoup d'héritage de la Mésopotamie, donc ça a dû communiquer. Les Aztèques, on sait pas trop, les Aztèques, les Mayas, on ne sait pas trop comment ça a communiqué, mais ils connaissaient aussi. Ils connaissaient les cycles de conjonction, au lever du soleil, les Mayas. C'est très important, les levées journaliers des planètes. Donc, si on prend ces deux zodiaques en compte, et quand j'ai réussi à décrypter ce zodiaque lunaire, d'abord le zodiaque chinois et ensuite le zodiaque védique, on dit indien, on va voir que le zodiaque lunaire a 12 signes de base. Après, il se démultiplie par jour lunaire. Donc ce zodiaque, on va comparer ces deux zodiaques, on verra que le zodiaque de la Lune a 12 signes, mais ils ont un ordre différent, ce qui achève complètement cette histoire de constellation, parce que là, on ne s'amuse pas à intervertir les constellations. Donc je vais vous noter d'abord le zodiaque normal. Voilà, je vous ai superposé le zodiaque de l'écliptique, le zodiaque du nœud lunaire, dans le sens normal. Hein. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Ça, c'est l'ordre classique. Le zodiaque lunaire, c'est assez surprenant, mais c'est connu depuis l'Antiquité. Il commence aussi par le Bélier, mais il y a des signes qui sont inversés. C'est-à-dire que le Taureau devient Scorpion, le Gémeaux devient Verseau, Cancer reste pareil, le Lion devient Sagittaire, Vierge c'est les mêmes, Balance c'est les mêmes, Scorpion devient Taureau, Sagittaire devient Capricorne, donc c'est même pas symétrique, hein. Et nous avons le Capricorne qui devient Lion, dans le zodiaque lunaire. Nous avons le Verseau qui devient Gémeaux, et le Poisson qui reste Poisson. Et à l'usage, ces deux zodiaques se superposent pratiquement parfaitement. Alors comment on va interpréter ça? Et je dis comment je l'interprète, et comment, grâce à ça, je gagne encore en précision, sans changer de zodiaque pour l'instant. Donc, évidemment, chaque fois que ça sera en Bélier, ça ne va pas bouger, c'est nickel, donc ce sera toujours très fort. Et quand la Lune, par exemple, sera en Taureau, on pourra l'interpréter en Scorpion. Et c'est intéressant. Alors, il faudra savoir quand même que le zodiaque là, parce qu'on va comparer comme un zodiaque de l'écliptique, c'est un zodiaque qu'on va mieux constater. D'ailleurs, vous allez commencer avec les nœuds lunaires, vous allez très vite faire des progrès parce que c'est assez évident, ça se voit très bien. Ce zodiaque-là, c'est plus subtil, parce que c'est comme si c'est un zodiaque lunaire qui correspond à une sensibilité à la Lune, à quelque chose de plus intérieur. Mais ça n'en est pas moins important, parce que c'est vraiment ce qui habite la personne au fond d'elle, qu'on ne perçoit pas forcément extérieurement. Ce n'est pas les choses forcément qu'elle va exprimer. Donc, intérieurement, si
une lune ou une autre planète, parce que d'autres planètes interagissent dans ces zodiaques. C'est incroyable. Donc une planète qui va être habituellement en taureau, sur un plan intime, elle sera en scorpion. C'est-à-dire que cette nature, une lune en taureau, devrait être quelqu'un de calme, voire d'assez poussif. Or, intérieurement, ça va, avec le scorpion, ça va être déjà beaucoup plus émotionnel. Pareil, la fantaisie du Gémeaux extérieur va être habitée par un idéal uranien du Verseau. Cancer ne bouge pas. Là, pareil, quelqu'un qui en apparence, ça sera visible, ce côté lion. Si on a le soleil en lion, la lune en lion, elle sera apparente. Quelqu'un qui aura ce rayonnement. Mais intérieurement, il sera plus habité par la communication du Sagittaire. Ça va l'habiter. Ensuite, inversement, le Scorpion et le Taureau étant inversés, une lune ou une planète en Scorpion, quoique la lune c'est celle qui changera, qui est un peu plus ambivalente puisqu'elle agit dans les deux. Donc une planète en Scorpion, dans l'intimité, elle aura l'effet dans le Taureau. Aussi, ça va contredire un peu l'effet là. Et là où la différence est forte, c'est que ce secteur, soi-disant neuf positif, qu'on aime bien, Sagittaire en général, et on se méfie plus du Capricorne. Or, pour moi, les deux ont intérêt. Donc, cet élan joyeux du Sagittaire, on va se rendre compte qu'intérieurement, il va être beaucoup plus tourné vers une ambition sociale, une structure, quelque chose de beaucoup, voire de plus lourd selon les planètes. S'il y a une fragilité, s'il y a... le Capricorne, c'est intéressant parce que sa structure, c'est important pour construire. Si cette structure est trop importante et qu'il n'y a pas assez d'énergie pour manœuvrer là-dedans, ça peut être un frein. C'est toujours pareil, c'est une question d'équilibre. Tout est une question de quantité. Quand on a trop de quelque chose, il y a un déséquilibre. Quel que ce soit saturnien, même s'il y a un excès de soleil, ça peut être perturbant aussi. Ensuite, là, ce qu'on prenait pour un Capricorne, inversement, quelque chose de 10 qu'on pouvait voir juste axé socialement et qu'on comprend des fois comme un frein, du coup là intérieurement c'est un besoin de briller, de reconnaissance de soi, c'est vraiment le lion qui a besoin, mais il aura du mal quand même à briller, mais au fond de lui-même il va être motivé par ça. Et là pareil, ce qu'on prend pour quelqu'un d'idéaliste, altruiste, etc., intérieurement il va être beaucoup plus espiègle et joueur et relatif, qu'intérieurement il sera plus Gémeaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous allez l'expérimenter et que vous allez progresser dans l'astrologie. Bisous, au revoir.